Alors oui, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une journée particulière puisqu'effectivement c'est l'inauguration de la nouvelle saison de Dollywood alors que nous attendons la patronne Dolly Parton qui donc ne devrait pas tarder à arriver. Vous voyez que la foule s'est déplacée en nombre, une foule à la fois passionnée par ce parc d'attractions mais également par la célèbre chanteuse qui est notamment l'autrice de titres célébrissimes comme Jolene. Alors on s'en fiche complètement du papy avec son chapeau en paille, voilà tout à fait. Et vous aussi, monsieur en costard, vous n'êtes pas la star du jour, hein, le syndrome du personnage principal, comme on dit. Et vous voyez donc la patronne qui est là, toute belle, toute pimpante, toujours en forme du haut de ses 276 ans. Nous allons aller l'interviewer. Madame Parton, bonjour. Monica pour Theme Park News. Bonjour, Monica. Que ressentez-vous aujourd'hui, Madame Parton? Écoutez, je suis vraiment très heureuse d'être là pour inaugurer la saison. Ah oui, c'est vrai que vous êtes rayonnante aujourd'hui. Oui, et puis, vous savez, ça, on va passer une bonne journée ici. Dollywood, c'est toujours un bon moment. On passe toujours une bonne journée. En tout cas, vous avez une superbe poitrine siliconée, Madame Parton. Oh, oui, ça met en valeur pour que la clientèle masculine vienne au parc. Oui, évidemment, les hommes sont très heureux et Vous avez tout compris. et vous c'est ce qui compte, hein, de toute façon. Voilà, c'était donc Monica pour Theme Park News pour donc l'inauguration de cette nouvelle saison de Dollywood. Nous espérons vous voir nombreux au parc. Les Wild Eagles, les Lightning Rod et consorts vous attendent. Venez en famille profiter de cette nouvelle saison qui s'annonce riche en émotions. Aujourd'hui les petits potes, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve pour parler de Dollywood. 4h30 de route sépare Dollywood de Kentucky Kingdom qui est le parc que nous avons visité la veille. Et Dollywood est donc situé dans le Tennessee, dans une ville qui s'appelle Pigeon Forge, qui est un petit peu à l'image de Branson où se trouve Silver Dollar City. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un Las Vegas cheap avec une quantité non négligeable d'attrapes touristes et une quantité non moins négligeable de spectacles de Sosie d'Elvis version Wish. Ouvert en 1961, Dollywood s'appelle d'abord Rebel Railroad avant de s'appeler Gold Rush Junction de 1970 à 1974, puis tout simplement Gold Rush à partir de 1975. Et il faut savoir que le parc intéressait grandement deux frères qui avaient un autre parc d'attractions en leur possession, à savoir les frères Herschend. Et le parc d'attractions que possédaient les frères Herschend alors était un petit peu en perte de régime. Et ce parc d'attractions, c'est Silver Dollar City. Devant la baisse de fréquentation de Silver Dollar City dans le Missouri, les frères Herschend se mettent à la recherche d'un autre site à acheter pour pouvoir redynamiser leur activité, et tombent en 1975 sur un parc alors à l'abandon situé à Pigeon Forge, Gold Rush. Ils décident donc d'acheter ce parc situé dans une région magnifique des États-Unis, à savoir les Smoky Mountains dans le Tennessee, et le parc qui est donc Gold Rush, vous l'avez compris, c'est l'actuel Dollywood, qu'ils renommeront à ce moment-là Silver Dollar City, Tennessee. C'est 10 ans plus tard, en 1985, que les propriétaires du parc décideront de contacter Dolly Parton pour lui proposer un partenariat qui sera donc acté, et Dolly Parton donnera son nom au parc pour que le parc ne devienne non plus Silver Dollar City, Tennessee, mais Dollywood, ce qui aura quand même eu pour effet de doubler quasi instantanément la fréquentation annuelle du parc pour la porter aujourd'hui à près de 4 millions de visiteurs annuels. Et oui, parce que Dolly Parton aux États-Unis, c'est une institution, hein, c'est pas que Jolene, c'est la Aznavour de la country, quoi. D'ailleurs, en 2010, Dollywood a remporté le prix le plus prestigieux de l'industrie parconautique, un petit peu considéré comme l'Oscar des parcs d'attractions, à savoir le Lisberg Applause Award, un prix qu'un parc ne peut recevoir qu'une seule fois dans son histoire et que Dolly Parton est allée récupérer elle-même lors de l'IAPA 2010 à Orlando. Et d'ailleurs, s'ils sont allés chercher Dolly Parton, c'est pas non plus le fruit du hasard. Dolly Parton est une vraie fille du Tennessee qui est née et qui a grandi dans une ville située à 11 km du parc. C'est vraiment une locale, quoi, une femme du coin, sans esbrouf. Mais pour éteindre toutes les idées reçues, non, Dolly Parton n'est pas la propriétaire du parc, ce n'est pas le parc de Dolly Parton, elle n'en est qu'un partenaire de business. Alors c'est déjà bien, hein, mais en tout cas, c'est pas la grande patronne. Et ce qui a découlé de leur collaboration, donc, en plus de l'accroissement de visiteurs annuels, c'est aussi le fait que le parc ait doublé sa superficie depuis lors, et qu'en plus, le parc est devenu le premier employeur de la région, avec pas moins de 4000 salariés. Ah bah, ça commence à faire une sacrée boutique, ouais, surtout que le Tennessee, c'est quand même pas la région la plus fréquentée des États-Unis. Comme Silver Dollar City, le parc est une destination donc dite premium, alors faudra lâcher un bon billet pour pouvoir le visiter. L'entrée se compte aux alentours d'une centaine de dollars, pour le parking, on comptera entre 30 et 75 dollars avec un tarif évolutif en fonction de si vous vous garez proche de l'entrée ou non, mais avec un pass annuel plus abordable, hein, exactement la même politique
aquatique qu'à Silver Dollar City, avec des tarifs allant donc de 139 $ si vous êtes un résident du Tennessee, jusqu'à 245 $ pour le plus gros pass qui est la version Gold. Sachez d'ailleurs que Dollywood possède un parc aquatique qui s'appelle Splash Country, qui est donc indépendant du parc d'attractions, et que vous pourrez payer soit seul pour visiter uniquement le parc aquatique, soit en combiné par exemple avec le parc d'attractions. De notre côté, nous avons visité le parc un dimanche, et c'est vrai qu'il y avait pas mal de monde. Et connaissant la fiabilité de certaines attractions, Lightning Rod, je veux pas parler de toi mais je parle de toi, eh bien nous avons décidé de passer la journée en mode rombière, d'aligner les ronds et de se dire qu'on va être tranquille pendant l'ensemble de notre visite. Et donc on a pris les coupe-fils illimités. Pour le midi, on aura opté pour un vrai restaurant, donc avec service à table, pas pour un simple burger, et quand on additionne eh bien tout ce qu'on a payé sur la journée, on en arrive à peu près à 260 $ par personne. Ah oui, ça c'est une journée qui nous a vraiment coûté cher, mais c'est une journée dont on voulait véritablement profiter, étant donné que déjà on se trouve pas tous les 4 matins dans le fin fond du Tennessee, et qu'on savait très bien que le parc était extrêmement qualitatif. En général, les avis sur Dollywood sont plutôt unanimes, il y a très peu d'avis négatifs sur le parc. Mais pour que vous vous rendiez compte de tout ça par vous-même, eh bien je stoppe immédiatement le briefing et je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. 16e jour de notre trip américain et 3e parc Airchain de visiter consécutivement après Silver Dollar City et Kentucky Kingdom. Dollywood est un des parcs qu'il me tardait le plus de pouvoir visiter pendant ce trip, le parc jouissant d'une excellente réputation et proposant dans la longue liste de ses arguments positifs à peu près tout ce qu'on est heureux de pouvoir retrouver dans un parc digne de ce nom. Dollywood propose en effet une quantité très intéressante d'attractions bien emballées et qualitatives, le parc profitant qui plus est de sa situation géographique pour rendre l'expérience d'autant plus agréable. En effet, le parc se trouve dans le Tennessee, plus précisément dans les Smoky Mountains, qui tiennent leur nom du fait de la brume s'élevant au-dessus de la vallée et tapissant l'environnement de sa couche blanchâtre donnant à l'ensemble des atours mystiques. Qui plus est, Dollywood profite brillamment de la topologie de son terrain, la majorité de ses coasters étant en fait des terrain coasters utilisant la dénivelée pour que les tracés épousent parfaitement l'aspérité de l'environnement. Comme à Silver Dollar City, Dollywood propose également des échoppes dans lesquelles de véritables artisans travaillent, que ce soit des forgerons, des menuisiers, des pâtissiers qui confectionneront leurs outils ou leurs mets débordant de sucre devant nous, tout cela étant bien évidemment accessible à la vente dans les boutiques concernées. Et tout comme Silver Dollar City, Dollywood est un parc américain pur jus qui met un point d'honneur à rassembler en son sein tout ce qui fait la culture des États-Unis. Et les Américains étant des gens très croyants, une chapelle fonctionnelle se trouve à l'intérieur du parc, chapelle au sein de laquelle il est possible de venir assister à de véritables offices, d'autant plus qu'on visitait le parc un dimanche, et le dimanche c'est le jour du Seigneur. Et puis aussi, vous connaissez évidemment l'emblème des États-Unis, alors que serait un parc américain sans la présence de ce majestueux rapace, qui n'est pas du tout un aigle comme l'imagerie collective nous le laisse entendre, mais bien un pigargue à tête blanche reconnaissable par son bec massif, et par le fait que ses pattes ne sont pas recouvertes de plumes jusqu'au cerf, contrairement aux aigles d'ailleurs. Voilà, je clôture la petite digression ornithologique, vous aurez appris un truc aujourd'hui. Autre argument qui nous donnait vraiment envie de visiter le parc, c'est la beauté de l'ensemble et le soin apporté à la thématisation. Rien à voir avec du Six Flags, Dollywood est vraiment de ces parcs qui savent combiner à la fois décors façonnés avec amour, attractions qui déboîtent et utilisation de l'environnement pour donner lieu à des points de vue absolument magnifiques. Et à Dollywood, il y a une attraction particulièrement capricieuse sur laquelle il vous faudra foncer en priorité au risque de le voir passer sous votre nez à cause de ses nombreux problèmes de fiabilité. Et cette attraction, c'est Lightning Rod, le tout premier wooden launch coaster du monde, qui a ouvert en 2016 et qui a été conçu par RMC. Et comme vous pouvez vous en douter compte tenu de ce que je viens de dire, Lightning Rod aura été la toute première attraction sur laquelle nous serons allés poser nos fesses. Et je ne vous cache pas que ça n'aura pas été sans une certaine émotion, tant il me tardait de pouvoir rider cette machine. Nous sommes alors dans les années 50 et entrons dans le garage de Johnny Reeves, qui fort de son expérience dans la mécanique de Hot Rod, en retape un modèle qui a déjà gagné beaucoup de titres. L'idée, c'est que vous alliez essayer le Hot Rod après que Johnny l'ait retapé, et ce qui est sûr, c'est qu'avec la puissance de la bête, vous allez pouvoir franchir des montagnes. Lightning Rod, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est initialement le tout premier wooden coaster à launch du monde, mais le retracking d'une bonne partie de son layout par des rails en acier, donc en iBox track, en font maintenant un coaster hybride tout à fait étonnant. D'ailleurs, regardez la fin du circuit à gauche, vous verrez distinctement la partie en acier issue du retracking et la jonction avec la partie en bois issue de la version d'origine. Le coaster possède des trains RMC première génération et l'avant du train a été allégé par rapport à la version initiale pour permettre à la machine de passer le lift propulsé sans embûche. Lightning Rod est donc un coaster de 63 mètres de hauteur avec une descente max élevant à 50 mètres, le tout faisant 1158 mètres de longueur et atteignant la vitesse de 117 km/h. Allez, embarquons sur la bestiole en 2 temps 3 mouvements, merci les coupe-fils, abaissons la lap bar et partons immédiatement à la
découverte de Lightning Rod. Directement après être sorti de la gare, vous prendrez un virage sur la droite qui vous fera faire face à l'une des nombreuses collines de Dollywood, avant que vous vous engagiez sur un élément aussi étonnant que jouissif, à savoir un lift équipé de LSM qui vous fera grimper les 63 mètres de la bestiole à 72 km/h. Un lift d'une puissance de 1500 chevaux, hein. Donc comme le dirait notre ami Étienne le Bolideur, à ne pas confondre avec notre ami Étienne de DB Attraction, ça pousse. Ça pousse. Alors évidemment, rien à voir avec l'accélération qu'on peut ressentir sur un Stormrunner ou sur un King Daka, mais c'est déjà bien plus impressionnant que sur du Mack à la Helix ou à la Copperhead Strike. Et c'est suffisamment inédit et fun pour qu'on en redemande encore et encore. Une fois en haut de la bestiole, nous découvrons que la vallée nous ouvre les bras dans lesquels nous allons nous engouffrer grâce à une pré-drop d'une quinzaine de mètres de hauteur, suivie immédiatement par une bien belle bosse et par la véritable descente de 50 mètres de hauteur qui nous tire fortement vers le bas, avec son inclinaison s'élevant à 73 degrés. Au bas de la première drop, nous tomberons sur le plus grand défaut de la bécane, à savoir un à-coup pas franchement très agréable dans son creux, avant que nous ne prenions un superbe wave turn qui proposera un airtime très agréable. Puis nous continuerons sur le tracé qui suivra parfaitement le terrain bien accidenté, avec une proximité du sol ajoutant clairement à la sensation de vitesse. Nous y trouverons une première bosse tout à fait excellente qui combinera un effet de bascule fort appréciable à une bonne dose de jet négatif. Puis nous irons nous frotter à une seconde bosse inclinée vers l'extérieur, elle aussi bien fournie en airtime. Nous en arrivons ensuite à la partie du layout qui a fait la renommée de Lightning Rod et qui est clairement l'une des sections les plus jouissives jamais conçues sur un roller coaster, à savoir un double up qui nous fait bien nous dandiner et qui nous fait décoller du siège, le tout débouchant sur une pure merveille comme on n'en fait que trop peu, à savoir un quadruple down construit à flanc de colline qui nous éjecte de plus belle sur chacune des bosses qu'on vient à négocier. Là, y a pas à chier, cette succession de boss est à mettre sur la liste des meilleurs éléments jamais conçus sur un grand 8, une section qui le propulse immédiatement parmi les meilleures bécanes de la planète, et qui fait de ce coaster une machine à rider absolument pour tout chasseur de crédit qui se respecte. Vient ensuite une jolie bosse qui nous éjecte à nouveau pour finir sur un grand virage relevé qu'on prendra à pleine blinde et qui se clôturera par une cassure qui nous fera à nouveau décoller du popotin avant que nous n'arrivions sur les freins finaux. Et que dire de ces freins, si ce n'est qu'on aurait tout à fait apprécié avoir au moins 200 mètres de track supplémentaire tant la vitesse à laquelle on arrive sur les freins reste élevée, suffisamment pour qu'on se dise qu'un ou deux éléments supplémentaires auraient aisément pu s'ajouter à ce layout déjà dantesque, parce que oui, malgré ses 1158 mètres de longueur, Lightning Rod paraît court tant il est bon, et tant on en redemande encore et encore. Certes, il y a cet à-coup au bas de la première drop, certes on n'aurait pas craché sur quelques mètres supplémentaires de circuit, mais je vais être très clair sans prendre aucun détour. Lightning Rod, c'est vraiment de la bombe atomique. Que ce soit ce lift propulsé, les jets négatifs très présents, le mariage parfait entre le coaster et le terrain, ou encore ce final absolument incroyable à placer au panthéon des éléments les plus phénoménaux jamais conçus sur un grand 8, c'est vraiment de la frappe ce coaster. D'ailleurs, placez-vous à l'avant du train pour profiter au mieux de Lightning Rod, car comme je vous l'ai dit plus tôt, l'avant du train a été allégé, dégageant totalement la vue et donnant l'impression de glisser à même les rails, comme si on était sur une luge. De fait, ça rend l'expérience de ride absolument unique, d'autant plus lorsqu'il s'agit de négocier le quadruple down. Et pour ajouter aux sensations, poussez avec vos bras et vos mains sur les poignées présentes au niveau des barres de sécurité pour vous surélever, et pour ajouter à la sensation de se faire complètement éjecter du train sur cet enchaînement de boss, vous m'en direz des nouvelles. Aussi, sécurisez bien votre crédit en faisant le coaster le plus tôt possible durant votre visite, car il tombait vraiment en panne une fois toutes les 30 minutes. Alors même si évidemment le must est de le faire le soir une fois qu'il a bien chauffé, ça ne vous empêchera pas d'y revenir plus tard dans la journée. Mais au moins, comme ça, vous aurez l'esprit tranquille et vous serez sûr de ne pas le voir passer sous votre nez. Lightning Rod est donc un coaster absolument phénoménal que je classe d'ores et déjà parmi mes coasters favoris et qui devrait en ravir plus d'un, j'en suis sûr et certain. Continuons donc notre route et arpentons les allées de Dollywood qui s'avère être un parc de très bon goût, un parc très joliment bâti, laissant de côté les constructions en résine pour s'adonner à travailler des matériaux plus nobles, donnant un véritable charme et une authenticité certaine à l'ensemble. Et ça change déjà beaucoup la donne lorsqu'un parc soigne méticuleusement ses allées et son apparence. Et si on combine ça aux attractions de qualité, alors vous pouvez d'ores et déjà vous faire une idée quant au niveau général de l'offre proposée par Dollywood. Allez, il est temps pour nous de faire un petit bond dans le passé, et pour tous ceux qui seraient curieux de voir à quoi ressemblait Fire in the Hole, première mouture à Silver Dollar City, je vous présente ici Blazing Fury, qui n'est autre qu'un quasi-clone de Fire in the Hole. Ouvert en 1978, soit 6 ans après la version de Silver Dollar City, Blazing Fury est là aussi une attraction mêlant à la fois dark ride et coaster, bien que malheureusement la partie flume ait été asséchée pour pallier à de nombreux problèmes techniques auxquels le parc faisait face. Pas de splash donc dans cette version, qui reste
restera de fait un peu inférieure à celle de Silver Dollar City. Ici, tout comme à Fire in the Hole, c'est la panique au village, les habitants tentant tous d'échapper à l'incendie de leur ville qui devient gigantesque et incontrôlable. De fait, vous, les pompiers, serez dépêchés sur place afin de venir à bout des flammes et de sauver tout ce qui peut être sauvé. Dans le Tennessee, les effets de l'attraction fonctionnent un peu moins que dans le Missouri, mais l'attraction reste très belle, dans son jus, avec tout ce qu'il faut de décor, d'animatronique, de jeux de lumière, de cascades de flotte et de scènes astucieusement réalisées. Comme j'avais pu le dire concernant Fire in the Hole, je trouve ça franchement balèze de la part des concepteurs de l'attraction d'avoir pondu un ride pareil dans les années 70, qui mêle plusieurs types de rides à la fois pour délivrer une expérience unique et avant-gardiste. Blazing Fury étant un ride fait maison et construit par les équipes techniques de Dollywood. Blazing Fury est une attraction avec un charme indéniable qui nous propose un véritable voyage temporel tant elle est ancrée dans son époque. Le final, ponctué de 3 drops, est toujours aussi réjouissant, quand bien même l'absence de splash et le dysfonctionnement de certains effets nous feront préférer la version de Silver Dollar City. Mais enfin, ne passez pas à côté de ce morceau d'histoire, car Blazing Fury est maintenant le dernier témoin de ce qu'ont été ces attractions iconiques pour les parcs du groupe Airshend. À la sortie de Blazing Fury, nous ne nous serons pas adonnés à une partie de Cornhole, un jeu d'extérieur très populaire en Amérique du Nord et qu'on voit aussi de plus en plus par chez nous. Mais ne vous en faites pas, nous en aurons fait une partie plus tard dans la journée. Profitons-en d'ailleurs pour contempler un peu plus l'écrin dans lequel se situe le parc, entouré d'arbres centenaires et majestueux qui s'élèvent sur les collines environnantes pour ajouter au charme déjà très marqué de l'endroit. Et pour ce qui est de la calèche de monsieur, j'ai comme l'impression qu'une tornade l'a envoyé valser dans un arbre, et je ne crois pas si bien dire étant donné qu'elle se trouve juste à côté de l'entrée de Tennessee Tornado, un looper Arrow ouvert en 1999. Il s'agit là de l'une des toutes dernières créations de Arrow avant que le constructeur ne disparaisse, aux grandes dames de notre ami Madadax dont on n'a toujours pas compris d'où lui vient sa fascination pour ce constructeur des enfers. Et là, vu que j'ai dit Arrow, je vous sens déjà tout tremblotant, je vous vois déjà pâlir à travers votre écran, mais je vous demanderai de bien vouloir vous ressaisir sans plus tarder un seul instant, étant donné que ce coaster, certes signé Arrow, donc a également été designé par Alan Schilke, donc par l'homme qui a donné ses lettres de noblesse à RMC et qui a notamment été derrière les pinceaux pour X2, Steel Vengeance, Wildfire, Untamed, Zadra, j'en passe et des meilleurs, sauf pour Steel Vengeance parce que il va sans dire qu'il n'y a rien de meilleur que Steel Vengeance. Autrement dit, avec Alan Schilke aux manettes, on est tout de suite plus serein à l'idée de monter dans un Arrow, et on se dit qu'on va probablement passer outre les sempiternels torgnoles et uppercuts qui sont normalement de coutume sur les loopers du constructeur américain. Mais que nous propose donc Tennessee Tornado? Eh bien, côté stats, il s'agit d'un coaster lui aussi bâti en fonction du terrain, comme c'est le cas pour la grande majorité des montagnes russes du parc. Tennessee Tornado faisant donc 50 mètres de hauteur, même si sa plus grande descente s'élève à 39 mètres, il fait 817 mètres de longueur et atteint la vitesse de 101 km/h. Et pour savoir si le coaster est bon, ben pas le choix, va falloir grimper dessus et se dire que même si c'est un Arrow, il est possible que le ride soit tout à fait satisfaisant. En tout cas, avec Alan Schilke aux commandes, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Commençons donc tout en douceur par sortir de la gare et par nous engager sur un virage qui nous mènera droit vers, le garage du coaster. Ouais, tout à fait. Garage que nous traversons avant de nous retrouver au pied du lift pour grimper les 50 mètres de la bête. Profitons-en d'ailleurs pour constater à quel point l'environnement de Tennessee Tornado est sublime. Le ride s'en allant sur des terrains escarpés sur lesquels règnent des arbres centenaires qui ont déjà vu passer une quantité non négligeable de passagers. L'idée de Tennessee Tornado, c'est donc que vous vous retrouvez à bord de chariots prêts à descendre dans une mine, avec une imposante tornade terrassant tout sur son passage vous enverra valdinguer à travers la vallée comme la pauvre vache du Twister de 1996. Nous nous engageons donc sur le lift qui nous mènera vers le sommet de la colline un peu moins rapidement que ne peut le faire celui de Lightning Rod, c'est le moins qu'on puisse dire. Puis une fois au sommet, nous pourrons profiter du calme environnant et constater que oui, Tennessee Tornado est bel et bien construit en fonction de son terrain. Un terrain qui l'épouse d'ailleurs à la perfection. Il l'épouse tellement bien qu'une première pré-drop nous fera faire demi-tour en nous faisant raser le sol, pour nous mener directement vers une drop, tout ce qu'il y a de plus plaisante, située dans une grotte directement creusée dans la roche qui traverse donc la colline grâce à un tunnel étroit et tout à fait impressionnant. Après cette très chouette première descente, nous nous engageons sur un élément aussi puissant qu'aérien, à savoir un loop de 34 mètres de hauteur qui n'est autre que la plus grande inversion jamais conçue sur un coaster Arrow. Eh oui, car Tennessee Tornado étant un des derniers Arrow, et étant donné que ça faisait déjà un moment qu'ils n'avaient pas conçu de looper, ils en ont profité pour designer de nouveaux éléments et de nouveaux rails, ce qui, couplé au génie d'Alan Schilke, a permis de rendre l'expérience de ride tout à fait agréable et parfaitement fluide, genre une fluidité au niveau de BM dans le
leurs meilleures heures. Nous poursuivons justement avec un élément inédit sur un looper Arrow, à savoir un overbank curve suffisamment bien foutu pour qu'on ne se tape pas la mâchoire dans le harnais, élément qui nous permettra d'arriver sur un second loop plus serré que le premier, et donc d'autant plus intense, et ça c'est pas pour nous déplaire. La suite du parcours se composera d'un excellent Sidewinder qui passe comme une lettre à la poste, avec là aussi une bonne dose de G positifs et latéraux. Et là, je vous le donne en mille, ce Sidewinder est bien meilleur que celui de Ninja. Puis nous terminerons notre chevauchée avec un nouvel overbank curve qui nous amènera sur les freins finaux. Eh ben jeunes gens, je ne sais pas quoi vous dire à part que c'est prodigieux Tennessee Tornado. C'est à 1000 lieues de ce qu'on peut habituellement expérimenter avec Arrow, et c'est clairement là qu'on se dit qu'avec des ingénieurs de talent, tout est possible, y compris de rendre un Arrow excellent. Et croyez-moi bien qu'on en aura profité tout ce qu'il faut de la douceur de ce Tennessee Tornado, parce que le constructeur américain n'aura pas fini de nous faire souffrir plus tard pendant ce trip avec d'autres machines de l'enfer. En attendant, Tennessee Tornado est un coaster absolument validé, d'une douceur remarquable, avec une situation géographique à couper le souffle et des éléments pas avares en sensation. Bref, un coaster qu'il vous faudra absolument essayer lorsque vous vous rendrez à Dollywood. Avec pour seul défaut, qu'il partage d'ailleurs avec Lightning Rod, eh bien celui d'être trop court. Et se plaindre qu'un coaster pondu par Arrow soit trop court, ça en dit déjà long sur la qualité de la bécane. Peu après avoir réchappé à la tornade du Tennessee, et bien qu'ayant pour l'instant fait l'impasse sur le cornerhole, nous aurons tout de même assisté à l'affrontement entre First Drop et Valentin dans une partie endiablée de Jenga. Et alors, vous voulez que je vous spoil? Eh bien sachez que c'est First Drop qui a battu Valentin, mais quand on connaît la dextérité de ce dernier dans les Dark Ride interactifs, on se dit qu'il y avait pas trop de suspense finalement. Et pour consoler Valentin de cette cuisante défaite, poursuivons notre visite à Dollywood en nous enfonçant davantage dans le parc, afin d'arriver à une très jolie zone abritant à la fois Fire Chaser Express, dont nous parlerons un peu après, mais également Wild Eagle, un superbe wing coaster B&M ouvert en 2012 qui sera donc notre prochaine destination. Comme toujours dans ce parc, le premier truc qui frappe en arrivant devant Wild Eagle, c'est l'intégration de la machine, dont la gare ainsi que le parcours se marient merveilleusement à l'environnement. Il y a comme une impression que le coaster a toujours été là, et pourtant il n'a ouvert que 10 ans auparavant. 10 ans qui ont néanmoins permis à la nature d'investir le terrain pour orner le coaster de la meilleure des façons, rendant le tout d'autant plus harmonieux. Wild Eagle, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un coaster haut de 41 mètres, long de 953 mètres et poussant à 98 km/h. Comme toujours avec B&M, le confort des assises est clairement de mise, quand bien même on en vient encore à pester contre ces harnais à veste souple pour lesquels il faudra un jour trouver une solution. Je vous jure, j'en viens vraiment à regretter les gros harnais qu'on retrouve sur la majorité des invertibles ou des floorless du constructeur suisse. Allez, il est maintenant temps de nous confronter à la bête, alors grimpons immédiatement ce lift de 41 mètres placé au sommet de la colline, surplombant le parc en son centre. Une localisation géographique qui ajoute vraiment à la superbe de ce coaster qui n'en manquait déjà pas. Au sommet de celui-ci, nous nous faisons aspirer dans une excellente première descente qui permet une très belle accélération en toute fluidité, avant que nous n'attaquions un loop très aérien de 34 mètres de hauteur, qui fait donc exactement la même taille que celui de Tennessee Tornado raidé un petit peu plus tôt. Nous continuons notre périple avec un Zero G Roll planant dont on a bien le temps de profiter avant d'en arriver à un Himmelman qui, au contraire de beaucoup de ses congénères, ne nous écrasera pas dans le siège mais nous donnera la sensation de flotter. S'en suivra la dernière inversion du parcours avec un corkscrew aérien et étiré qui ajoutera à l'excellente sensation de voler que procure Wild Eagle. Une petite bosse à floating plus tard, nous enchaînerons ensuite quelques virages sillonnant à travers les arbres avant d'en arriver sur les freins finaux. Si le coaster n'est clairement pas une machine haute en intensité et ne brille pas par l'originalité de ses éléments, Wild Eagle a pourtant des arguments qui en font une excellente machine. Nous pourrons par exemple citer la sensation de liberté et combien le coaster s'évertue à nous donner l'impression de voler, en étirant ses éléments pour que l'amplitude nous fasse en profiter un maximum, en jouant avec le relief, avec la forêt environnante, le tout avec une fluidité absolument exemplaire et sans qu'une gerbouille à la fly de Phantasialand ne pointe jamais le bout de son nez. Du coup, j'en viens à me dire que la sensation de vol est beaucoup plus agréable sur des wings que sur des flying de quelque sorte qu'il soit. La situation géographique du coaster est dingue, pareil en ce qui concerne le layout partant s'isoler sur sa colline et s'éloignant des allées pour s'approcher davantage de la forêt et donc de la nature, ce qui permet une balade très agréable et des images qui resteront ancrées à jamais dans nos mémoires, étant donné que nous avons eu la chance de pouvoir assister à un magnifique coucher de soleil du haut du lift de Wild Eagle qui est orienté plein ouest. Bref, Wild Eagle, c'est pas un coaster qui vous arrachera la gueule, c'est un coaster très classique dans la conception de son layout, mais c'est une balade tout à fait excellente, de ces balades qu'on a envie de recommencer encore et encore, alors laissez-vous porter par cet aigle sauvage et partez avec lui à la chasse aux mammifères dans la forêt. Mon petit doigt me dit que vous ne le regretterez pas. Allez, après Blazing Fury, retrouvons deux rechefs, nos amis les pompiers, qui sont décidément fort sollicités à Dollywood, avec Fire Chaser Express, un family coaster conçu par Gerschlauer et ouvert en 2014. Le coaster, en plus de profiter formidablement de son environnement, réemploie également certaines structures de l'acrobranche qu'il a remplacées en 2014.
2014, l'année de son ouverture. Et y a pas à dire, l'écran dans lequel se font Fire Chaser Express est de toute beauté, et le travail d'intégration effectué par les équipes de Dollywood est à nouveau une franche réussite. Et je vais vous dire, mon petit rêve secret, c'est qu'une machine du genre puisse ouvrir un jour à Frepertui City. Côté storyline, nous sommes ici des pompiers volontaires siégeant dans la caserne numéro 7. Dans notre patelin habite un certain Charlie Cherrybaum, aussi connu sous le nom de Crazy Charlie, un homme d'affaires excentrique passionné de feux d'artifice qui possède une station-service ainsi qu'un magasin de, je vous laisse deviner, de feux d'artifice, oui, bravo. Le problème, c'est que Crazy Charlie est un peu, comme son nom l'indique, celui qui est considéré comme le fou du village. Et le capitaine de la caserne en a un peu plein les bottes de notre artificier, qui passe d'ailleurs son temps à appeler les pompiers dès que la moindre petite fumée apparaît dans les Smoky Mountains. Et puis de la fumée ou de la brume dans les Smoky Mountains, c'est à peu près quotidien cette affaire, hein. Lassé de ces appels répétitifs et inutiles, le capitaine a eu en plus vent du fait que Charlie venait peut-être de concevoir le feu d'artifice le plus puissant qu'on ait jamais vu, portant le nom de Komodo 3000. On sait même pas lequel c'est le Komodo 3000. J'espère que c'était ça. Ah non, pardon, je me suis trompé de storyline, portant ici à Dollywood donc le nom de Big Bertha, à se traduire par la grosse Bertha, qui n'a rien à voir avec la pièce d'artillerie utilisée par l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. En tout cas, cette rumeur aura fini par venir à bout de la patience du capitaine, qui profitera d'un nouvel appel de Charlie signalant un possible départ de feu dans son entrepôt de feu d'artifice pour s'y déplacer lui-même, en répondant à la sirène d'urgence déclenchée à la caserne. Mais là pour le coup, il est possible que les rumeurs concernant la grosse Bertha ne soient pas complètement infondé. Fire Chaser Express est donc un coaster de 24 mètres de hauteur, 739 mètres de longueur, le tout atteignant la vitesse de 55 km/h. Et pour vous la faire courte et simple, Fire Chaser Express c'est le grand frère de Pegasus Express au parc Astérix, un grand frère qui fait absolument tout mieux que son petit frère. Que ce soit au niveau du tracé en lui-même, de la déco ou de l'intégration, tout est mieux foutu avec Fire Chaser Express. En même temps, le cadre de Dollywood facilite grandement l'intégration de leurs attractions, le coaster pouvant également profiter du terrain à l'instar de la grande majorité des grands 8 de Dollywood. Et ça fait déjà une sacrée plus-value pour valoriser l'expérience de ride. Le coaster propose un parcours tout ce qu'il y a de plus familial mais qui s'avère parfaitement maîtrisé en termes de rythme, offrant qui plus est une variété dans les éléments faisant que ces 740 mètres sont méticuleusement optimisés. En plus de ces deux petites catapultes qui, même si elles sont soft, permettront aux riders plus occasionnels de se frotter à des sensations amusantes, Fire Chaser Express propose tout ce qu'il faut de petites bosses, de changements de direction et d'interaction avec l'environnement tout au long d'un parcours très vivant et bien pensé. La façon dont la mise en scène amène le passage en marche arrière dans l'atelier de Crazy Charlie est maligne et fonctionne tout à fait. Le passage en marche arrière en lui-même est tout à fait bienvenu pour ajouter à la variété du layout, et on se dit que pour un coaster de 740 mètres, on a quand même un ride nous donnant à expérimenter un parcours sur lequel il se passe bien plus de choses que pas mal de bécanes plus longues en termes de mètres linéaires. Ce coaster complète intelligemment l'offre de Dollywood et on se dit qu'il est parfait pour sa cible, même si quelques légères vibrations viennent entacher l'expérience. Mais enfin, ne vous méprenez pas, ces vibrations restent vivables. Mais bon, c'est vrai que quand on fait appel à Gerschlauer, c'est en général un problème auquel on s'expose de côté caddie de supermarché, même si, encore une fois, ça n'empêche pas de profiter de la bécane, qui est d'ailleurs l'attraction la plus populaire du parc, alors attention aux temps d'attente qui peuvent s'envoler. Avant d'en passer à la suite, je vous propose de profiter quelques instants avec nous de la Summer Celebration de Dollywood, un événement qui vous permet notamment d'aller vous noyer à bord d'une piscine qui ne cesse de se faire remplir de mousse tout au long de la journée, grâce à des canons disposés tout autour de la dite piscine. Ah bah oui, à Dollywood, on ne vient pas faire que du manège, on vient aussi manger de la mousse et en balancer à la gueule des copains. Et ça, c'est une activité devant laquelle on ne peut pas reculer. Allez, il est grand temps d'arrêter de rigoler et de nous attaquer à un autre gros morceau de Dollywood, à savoir un grand 8 que j'étais très curieux de pouvoir essayer, qui n'est autre qu'un Eurofighter Gerschlauer ouvert en 2007, j'ai nommé Mystery Mine. Attendez, comment ça tu serais curieux de pouvoir tester un Eurofighter, Nobik? Pourtant c'est pas le genre de coaster après lequel tu cours en général. C'est vrai mon capitaine, vous avez raison, en général les Eurofighters ne sont pas les coasters que je plébiscite le plus. Et d'une manière générale, j'ai toujours beaucoup de méfiance en ce qui concerne les coasters Gerschlauer, notamment ceux qui proposent à la fois des inversions et d'énormes harnais qui se feront un malin plaisir de percuter votre tête à chaque transition mal négociée. Oui, mais Mystery Mine, ce ne sont pas que des inversions et d'énormes harnais, c'est aussi, en sortant du circuit Disney et Universal, un des coasters américains les plus thématisés, avec partie Dark Ride en début de parcours et en plein milieu du ride, typiquement le genre de truc qu'on pourrait retrouver à Hans
Monza Park par chez nous quoi. D'ailleurs, comment ne pas tirer un coup de chapeau au travail apporté au bâtiment renfermant les portions Dark Ride du coaster ainsi que sa file d'attente. Un bâtiment qui a clairement de l'allure et qui donne beaucoup de cachet à Mystery Mine. Et attendez de le voir de nuit, tout ça n'en sera que plus grandiose. Au programme ici, un ancien puits de mine abandonné, dont l'ascenseur a d'ailleurs été définitivement condamné, notamment suite à quelques événements paranormaux qui ont interdit toute nouvelle exploitation de la mine. Le dernier truc à faire serait donc d'entrer dans cette mine et de remettre en marche l'ascenseur, parce que si le site a cessé d'être exploité, c'est probablement pour une bonne raison. Mais évidemment, vu que vous êtes trop curieux et que la curiosité est un bien mauvais défaut, va forcément falloir que vous vous y aventuriez. Et puis, en tant que chasseur de crédit sans peur et sans reproche, on ne va quand même pas passer à côté de l'opportunité de choper un plus un. On s'en va donc dire bonjour à ce joli volatile présent à l'entrée de la file, qui n'est pas sans nous rappeler celui de PortAventura, un volatile qui a manifestement quelques petits problèmes conjugaux à régler. Mais nous, on n'est pas là pour jouer les rôles de psychologue à poulet. Nous, on est là pour faire du coaster. Nous faisons donc marcher nos coups de fil pour nous retrouver dans la gare prêts à embarquer plus rapidement qu'il nous faut de temps pour dire Mystery Mine. Le coaster nous propose donc un parcours de 550 mètres de longueur, 26 mètres de hauteur pour une vitesse de 70 km/h. Et surtout, le coaster nous propose une ambiance absolument délectable, que ce soit dans sa zone ou au sein même de la gare, avec ces trains qui s'engouffrent au sein d'une drop lugubre à peine sont-ils dispatchés, ajoutant au côté mystérieux et inquiétant de l'ensemble, et ajoutant aussi à l'aura de cette station qui n'en manquait pourtant déjà pas. Bon, on embarque donc dans ces trains d'Eurofighter avec leur harnais à vous filer des cauchemars, et on espère juste que le reste du ride sera à la hauteur de l'atmosphère et du travail sur la thématique de l'attraction dont on est tout à fait friand. Partons donc à la découverte de Mystery Mine avec cette drop inaugurale qui nous attend en sortie de gare et qui nous amène droit vers la première portion Dark Ride du coaster. Et tout de suite, on est pris par l'ambiance qui se dégage du tout, une ambiance étrange et insidieuse qui nous immerge pleinement dans son univers avec un excellent travail sonore et un boulot tout à fait convaincant en ce qui concerne l'éclairage. La mise en scène est sobre mais très réussie et on se dit qu'on n'aurait vraiment pas dû s'aventurer dans cette mine qui risque de ne pas nous faire de cadeaux. Sous le rire narquois de corbeaux qui savent pertinemment à quoi nous nous sommes exposés et à quelle sauce nous allons être mangés, nous nous retrouvons au pied du premier des deux lifts du coaster qui nous tractera à la verticale comme tout bon Eurofighter qui se respecte. Un lift bien planqué dans sa cage toute de tôle et de graffiti qui nous mènera vers une première partie de Grand 8 très alambiquée et surtout un lift qui, chose suffisamment rare pour être relevé en ce qui concerne les Eurofighters, ne débouche pas sur la traditionnelle drop verticale. Celle-ci, elle arrivera plus tard. D'ailleurs, un commentaire visible sur une on-ride de Mystery Mine résume parfaitement l'aspect alambiqué du parcours du coaster. Le commentaire stipulant: ça s'appelle Mystery Mine à cause du thème de l'attraction, mais le plus grand mystère ici, c'est le layout. Et franchement, on peut difficilement mieux résumer ce qu'est le layout de Mystery Mine. Tellement alambiqué d'ailleurs qu'ils ont dégagé il y a quelques années le horseshoe présent sur le parcours d'origine et initialement situé à quelques pas du sommet du premier lift. Un horseshoe manifestement trop violent et désagréable pour la plupart des visiteurs, bref, du Gerschloer quoi. Le horseshoe est toujours visible à Dollywood car toujours debout, mais le ride emprunte désormais un simple virage, raccourcissant le parcours de quelques mètres. Pour ce qui est de la suite de cette première partie, on est vraiment situé quelque part ici entre le génie d'un côté et la circonspection de l'autre. Parce que c'est vraiment du grand n'importe quoi qu'on nous propose ici. Les virages et les drops sont très sèches, s'enchaînent à faible vitesse et on se dit que c'est pas plus mal parce qu'ici, il y a quand même une nécessité de bien se tenir pour éviter de venir se défoncer la mâchoire dans le harnais. C'est surprenant, c'est amusant, ça reste à la frontière du désagréable mais ça ne l'est jamais réellement pour autant qu'on soit attentif à ce qui se passe. Passé cette première partie très biscornue et sans queue ni tête, nous nous engouffrons à nouveau dans le bâtiment de l'attraction pour en arriver à la portion la plus impressionnante. Ainsi se présente à nous une nouvelle partie Dark Ride plus inquiétante encore que la première qui nous fait comprendre que là ça va vraiment chier pour nos culs. Et pour cause, puisque quelques mètres après avoir pénétré dans le bâtiment, nous nous retrouvons au pied du deuxième lift afin de nous faire tracter jusqu'à son sommet tout en étant inclinés à 90 degrés. Au programme ici, un écran situé tout en haut de l'édifice auquel nous faisons face pendant notre ascension, écran qui fait office de trou béant dans la toiture et sur lequel nous voyons qu'une tempête se déchaîne à l'extérieur du bâtiment dans lequel nous venons d'entrer. Et la perspective additionnée à la verticalité du lift fait tout à fait bien son travail, faisant qu'on a vraiment l'impression qu'on va se prendre tout ce bazar sur la tronche. Sensation renforcée par la vulnérabilité dans laquelle nous met notre position pendant l'ascension. Une fois au sommet, nous arrivons sur une pré-drop et sommes alors retenus par des freins dans le noir avant qu'une explosion de dynamite ne nous précipite sur une descente twistée et inclinée à 97 degrés, qui est tout ce qu'il y a de plus fluide, et cette fluidité, j'aime autant vous dire qu'on ne s'y attendait pas, surtout venant d'un coaster Gerschloer. Cette descente débouchera sur un élément aussi tordu qu'original, à savoir une Nordline Roll ascendante prolongée par un dive loop nous menant vers les freins finaux, le tout sans qu'aucun à-coup ne vienne ternir le tableau, un élément dont on peut profiter à 100% qui vient clôturer ce coaster aussi étonnant qu'imprévisible. Mystery Mine, c'est vraiment une très belle découverte, c'est
c'est un coaster qu'on aura fait presque une dizaine de fois, de jour comme de nuit, et qui sera toujours parvenu à nous cueillir. C'est original, c'est bien pensé, c'est chiadé, l'ambiance est géniale, ça a vraiment de la gueule, et c'est en plus de ça très sympa à rider. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux en termes d'Eurofighter, étant donné que l'attraction ne se repose pas que sur son aspect coaster. C'est dire à quel point les Eurofighters sont généralement médiocres quand on dit du bien d'un coaster, parce qu'ils proposent autre chose que du coaster justement. Alors oui, de fait, on notera quelques problèmes de confort dans la première partie coaster, qui a pourtant été amputé de son horseshoe qui avait l'air particulièrement casse-gueule. Mais pour le reste, l'expérience globale est si convaincante qu'on ne pourra que vous recommander de découvrir cette attraction dans les plus brefs délais, comme à peu près tous les coasters de Dollywood d'ailleurs. Allez, avant de partir à la conquête des autres attractions que Dollywood nous réserve, je vous invite à venir avec moi à la découverte de la reconstitution de la maison d'enfance de Dolly Parton. Une maison qu'on croirait toute droit sortie de la petite maison dans la prairie, pour laquelle on a quelques interrogations quant à l'authenticité. Néanmoins, Dolly Parton étant une enfant du Tennessee, et plus précisément des Smoky Mountains, étant donné qu'elle est née à quelques encablures de là, on peut se dire qu'il y a au moins ça de vrai dans ce qu'on nous montre, en se disant que la Dolly est effectivement une locale pur jus. Dans ce qui est peut-être vrai aussi, il y a la surreprésentation religieuse, notamment celle de Jésus, parce que dans cette région des États-Unis, doit y avoir environ 99% de pratiquants, donc bien à tes fesses si t'as pas un Jésus quelque part accroché au mur, et si on ne te voit pas à l'office le dimanche. Pour ma part, j'ai un Saint Gédéon accroché au mur, et ça j'espère vraiment que ça compte. En tout cas pour moi, ça compte beaucoup. Après la visite de cette charmante maisonnette qui n'est pas sans nous faire penser à du trips drill à l'américaine, nous avons choisi de continuer notre journée en mode rombière en nous attaquant à un restaurant service à table, à savoir Anne's Granny Restaurant. Au programme, vous avez la possibilité de choisir 3 assiettes de viande ou de poisson par personne, ou alors des alternatives végétariennes, ce qui est quand même très rare dans les parcs américains. Il y a également 4 sides, une boisson et un dessert. Et si ça ne vous a pas suffi, vous avez droit à du refill. Le principe est simple, c'est comme un buffet, sauf qu'on vous apporte tout sur place. Ce restaurant est considéré comme l'un des 10 meilleurs restaurants se trouvant dans les parcs américains, et ce qui est sûr, c'est qu'on y a vraiment bien mangé. C'est pas de la grande cuisine, mais ça reste franchement bon, et c'est surtout très généreux. Ça change vraiment du sacro-saint burger, et ça fait du bien de pouvoir changer un peu de nos pauses-déj traditionnelles. Comptez ici une trentaine de dollars par adulte plus le pourboire, mais dites-vous aussi que c'est quand même très agréable de pouvoir se poser et de manger de la nourriture qui ne fasse pas froncer les sourcils, surtout aux États-Unis. Concernant le service, c'est vraiment impeccable, rapide, les employés sont très sympas, et l'ambiance dans la salle est très cosy. On ne se sent pas pressé par les employés lorsqu'on arrête de manger pour que la table soit libérée rapidement. Au contraire, on nous laisse vraiment profiter sans venir nous harceler pour qu'on dégage. Bref, c'est du Dollywood dans tout ce que le site a de plus qualitatif, et c'est encore un bon point à ajouter à la liste déjà très nombreuse des points positifs du parc. Voilà, maintenant qu'on a la panse bien remplie, nous allons pouvoir continuer la chasse au crédit, parce que oui, il y a encore des crédits à aller chercher à Dollywood. On va commencer par le moins intéressant de la liste, à savoir Whistle Punk Chaser, un Family Coaster Zamperla qui est une version plus récente des Gravity 80 STD, qui sont pour la plupart aussi brusques que mauvais. Bon, ici c'est loin d'être la panacée, bien que ce soit un peu moins violent que les Gravity, mais on appréciera tout de même l'intégration de la bête, et surtout cette machine à vapeur qui siffle à chaque passage du train tout en laissant échapper de la vapeur, le genre de détail qui donne tout de suite plus d'allure à ces petites machines qui passent généralement inaperçues. Parce que oui, développer de la thématisation autour des rails de quel qu'ils soient, ça change tout de suite franchement la donne. Je connais quelques parcs de ci de là qui devraient en prendre de la graine. Ah, et puis merci le freinage final, qui n'est pas sans nous rappeler que le dos qui entre en collision avec une coque en plastique bien dure, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Merci Zamperla de nous rappeler donc que c'est bien sympa quand on a l'occasion de pouvoir rider autre chose que du Zamperla. La suite maintenant, eh bien ce ne sera pas Dropline, une tour de chute Funtime ouverte en 2017 qui culmine ici à 60 mètres de hauteur, mais qui manifestement n'avait pas envie de faire embarquer les visiteurs ce jour. Dommage, même si c'est un modèle réduit du donjon de l'extrême à Nigloland, je dois bien vous dire qu'on est toujours client de ces petites bestioles. Pour se consoler, rassurez-vous, on aura eu tout ce qu'il faut à se mettre sous la dent, et d'ailleurs la prochaine attraction que nous allons tester n'est autre qu'une montagne russe GCI ouverte en 2004, j'ai nommé Thunderhead. Et qui dit GCI dit que First Drop est conquis et que toute la fine équipe sourit. En même temps, faudrait quand même être sacrément rabat-joie pour ne pas sourire, car Thunderhead possède un parcours totalement custom qui n'existe donc qu'à Dollywood, avec un tracé long de 984 mètres, haut de 30 mètres et poussant
descend à 86 km/h. De ce que j'ai compris, ce coaster c'est un peu la loterie. Il y a des années où il est excellent et d'autres où il frise l'exécrable. Un peu comme notre très cher Troy à Toverland quoi. Mais en ce qui nous concerne, c'était absolument nickel. Tout est passé comme une lettre à la poste. Je ne m'aventurerai pas à vous décrire le parcours de ce GCI qui est totalement indescriptible tant il est tortueux et qu'il va dans tous les sens. Et c'est d'ailleurs ça une des grandes forces de ce GCI, c'est qu'il est parfaitement imprévisible. Le coaster a également pour lui sa longueur, étant donné qu'il fait presque 1 km et qu'il dévale le tout à une vitesse pas possible. C'est un coaster agressif et sans temps mort, quand bien même on aurait apprécié pouvoir décoller un peu plus sur les boss, nous permettant de nous rappeler que GCI et les G négatifs, ça n'a jamais été une grande histoire d'amour. Thunderhead est un grand 8 qui ne vous laissera aucun moment de répit pour reprendre vos esprits, et ceux du sommet de son lift jusqu'aux freins finaux. C'est un coaster qui fonce à une vitesse pas possible le long d'un layout bardé de changements de direction et de head chopper à en perdre la tête. Thunderhead, c'est une prise de vitesse constante et plus on s'approche de la fin, plus ça s'emballe. Pour ne rien gâcher, le coaster s'intègre parfaitement à son environnement. En même temps, j'ai envie de vous dire que pour un Wooden, c'est pas bien compliqué tant les structures en elles-mêmes sont majestueuses et le layout propose de belles interactions grâce à l'enchevêtrement du ride dans sa propre ossature, ou encore au Flyful qui est donc ce passage du train à toute allure à l'intérieur de la gare qui résonne comme un véritable coup de tonnerre qui donne tout son sens au nom du Grand 8. C'est donc encore une fois une franche réussite de la part de Dollywood qui collectionne vraiment les excellentes attractions comme un philatéliste collectionne les timbres. Continuons maintenant notre découverte de Dollywood avec le quartier qui n'est autre que la zone la plus récente du parc, à savoir Wildwood Grove, une zone thématique ouverte en 2019 incluant notamment un restaurant inspiré des Smoky Mountain, un arbre luminescent de 15 mètres de hauteur, un flying scooter pour nous rappeler nos plus beaux moments avec Knubbles. C'est pas du tout sécurisé ce bordel. Ainsi qu'un grand 8 nommé Dragon Flyer, qui est donc exactement le même modèle qu'Orochi au parc du Bocas ou Corkanen à Farouk Zomerland. C'est aussi dans cette zone qu'a vu le jour le nouveau coaster du parc, à savoir Big Bear Mountain. Et puis, ce qui est sûr, c'est que lorsque Wildwood Grove se sera étoffé en termes de végétation, on sera sur une zone tout à fait mignonne. Celle-ci prenant place au pied de l'imposante stature de Thunderhead et permettant d'obtenir de très jolis points de vue sur Mystery Mine et sur le superbe Wild Eagle qui culmine du haut de sa colline. Le genre de skyline que je pourrais contempler des heures durant tant je la trouve satisfaisante. Oh là là, oui. Wildwood Grove, c'est aussi un travail d'habillage très mignon sans que le tout ne soit dans la démesure. C'est sobre mais c'est fait avec du goût, manque donc plus qu'un peu d'ombre pour que tout soit totalement validé. Mais ça arrivera quand la végétation se sera densifiée. Mais en tout cas, il y a une vibe Toverland qui fonctionne ici tout à fait bien. Et de toute façon, ça ne peut qu'être du tout bon lorsqu'une zone nous évoque du Toverland. Au moment de notre visite, le coaster du coin c'est Dragon Flyer, que j'ai évoqué précédemment. Dragon Flyer est donc un SFC Vekoma modèle 453 mètres qui est aussi doux et agréable que ses congénères et qui s'adapte parfaitement au public familial qu'il vise. L'intégration est très propre, comme toujours à Dollywood, et l'attraction en elle-même propose quelques bonnes petites accélérations, des changements de direction qui nous font bien dandiner du fion, et une première descente efficace tout ce qu'il faut, dont l'effet d'aspiration est très amusant sur les dernières rangées. Le layout de ces modèles de série est parfaitement optimisé pour proposer un panel de sensations variées et accessible à toute la famille, donc le contrat est ici parfaitement rempli. Remontons un peu dans le parc pour aller constater ce que valent les attractions aquatiques de Dollywood, parce que oui, jusqu'ici, on n'a pas trop été rincé, donc on va essayer de remédier à cela. Le premier de ces water rides que nous testerons, c'est Daredevil Falls, un flume ride signé Hopkins et ouvert en 1998. Petite particularité, à l'instar des Splash Mountain conjointement réalisés par Hopkins, les embarcations proposent ici des rangées de 2 places côte à côte. Comme toujours à Dollywood, ce qui frappe avant tout le reste, c'est l'intégration de la bécane dans son environnement, qui se fond parfaitement dans cet écrin de verdure comme si le ride avait toujours été là. Et ça, c'est vraiment un savoir-faire indéniable des équipes du parc. Ils ont un véritable don en ce qui concerne le fait de faire s'épouser les machines et leurs environnements sans que rien ne dénote jamais, et Daredevil Falls en est un nouveau témoignage. Pour le reste, il est vrai que l'attraction ne propose rien de bien original en soi. L'embarcation se balade dans un canal installé en pleine nature, et l'ambiance sonore renforcée par des haut-parleurs diffusant une bande-son dépeignant la pleine forêt est somme toute très agréable. Le lift grimpe quant à lui le long du flanc de colline, et ça, inutile de vous préciser que c'est le genre de truc qu'on apprécie beaucoup en ces murs. Puis nous arrivons dans l'atelier d'un bûcheron qui nous permettra de faire demi-tour, tout en nous proposant quelques jolis petits éléments de décor qui nous font clairement penser à ce que Nigloland pourrait faire par chez nous. Vient alors la seule et unique descente de Daredevil Falls, une descente de 18 mètres qui est certes très haute sur le papier si on considère le fait qu'il s'agit d'une descente de flume, mais dont la réception n'est pas particulièrement humide, malgré des jets d'eau placés le long du canal de réception qui propulse de la flotte pour ajouter à la kinétique de l'ensemble. C'est dommage parce que le flume a vraiment beaucoup d'allure, mais c'est vrai que déjà
en 1998, on concevait des rides avec plus d'une descente et quelques petites surprises le long du parcours. Là, disons simplement que c'est aussi joli que le ride est plan-plan. Deuxième attraction aquatique de Dollywood, c'est Smoky Mountain River Rampage, un raft ride conçu par Bar Engineering et ouvert en 1986. Pareil que le Flume en ce qui concerne l'intégration, c'est du très bon boulot de la part des équipes de Dollywood. Le ride a également pour lui d'être assez long, à savoir qu'il dure environ 5 minutes, mais malheureusement en ce qui concerne l'argument principal de ce type d'attraction, à savoir l'humidité, on repassera, on en est sorti presque aussi sec qu'avant d'y être entré. Niveau humidité, on était à peu près sur la même chose que ce que propose un raft européen dans la moyenne, c'est vous dire. Puis nous n'avons pas eu la chance de nous retrouver coincés dans les bouchons au pied d'une cascade, comme ça a pu être le cas pour ces visiteurs, donc non, c'était clairement pas le raft le plus fun de ce trip américain. Oh, rendez-nous Mystic River Falls, par pitié. Puisqu'on est dans le coin, profitons-en pour faire un nouveau tour du formidable Lightning Rod, qui est décidément une machine qui nous aura parfaitement comblé, mais qui souffre malheureusement de gros problèmes de fiabilité. D'ailleurs, c'est pas tout de suite qu'on pourra remettre nos fesses dessus, puisque le ride nous fait une énième fois le coup de la panne. Bon on repassera. On ira pour quelques instants patienter jusqu'à la réouverture de Lightning Rod, à bord de Rockin' Rodway, qui n'est autre que le Autopia local, des bolides qui font forcément un peu pâle figure face à l'autre gros bolide qui culmine au sommet de sa colline. Mais au moins, ceux de Rockin' Rodway fonctionnent. Enfin pour le moment. Et d'ailleurs, soit pour me faire mentir, soit pour récompenser notre patience, Lightning Rod rouvre enfin ses portes pour le visiteur. Bon, jusqu'à la prochaine panne, donc pressons-nous d'aller en refaire un tour, s'il vous plaît. Un tour toujours aussi appréciable, d'autant plus que la machine aura pu chauffer toute la journée pour nous proposer des airtime encore plus vigoureux qu'en début de visite. Et ça, c'est pas pour nous déplaire. Lightning Rod, c'est vraiment un gros moment de bonheur, dont la frénésie finale sera vous emmener au paradis du roller coaster, tant et si bien qu'à peine descendu du train, vous souhaiterez en refaire un nouveau tour. Donc vous l'aurez compris, Lightning Rod, c'est totalement validé. Et puis vous voyez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le karma s'est inversé. C'est maintenant Lightning Rod qui fonctionne et Rockin' Rodway qui est en train de se faire évacuer. Ah bah oui, le coup de la panne, ça peut tomber sur n'importe qui et n'importe quand. Continuons donc à nous balader dans ce parc qui a décidément beaucoup d'allure avant que Valentin ne tente de laver un affront, lui qui n'est décidément pas très adroit au jeu d'adresse. Mais avant ça, jetez un œil à cet endroit et osez me dire que ce n'est pas mignon tout plein. Ah bah si vous me dites que c'est pas le cas, rien à faire, vous êtes de mauvaise foi et je pense qu'il n'y aura plus rien à tirer de vous. Et donc, comme je vous en parlais plus tôt dans cet épisode, il est temps que Valentin lave son honneur après sa défaite au Jenga et sa prestation lamentable dans le Dark Ride interactif de Kings Island. Et pour ce faire, il aura défié Emmerich lors d'une confrontation endiablée de cornhole. Le match aura été particulièrement tendu et serré et les deux athlètes se seront rendus coup pour coup, quand bien même le résultat était écrit d'avance, à savoir que Valentin s'est pris une dérouillée contre le très habile Emmerich. Même si monsieur l'éternel perdant aura tenté de soudoyer l'arbitre en lui demandant de déclarer un match nul. Décidément, ce trip ça aura été branlé sur branlé pour Valentin. Comme à Silver Dollar City, vous ne pourrez pas visiter Dollywood sans entendre le sifflet de son véritable train à vapeur résonner dans toute la vallée. Un train panoramique majestueux qui ne passera pas inaperçu et qu'on prendra plaisir à contempler tant la bestiole a de l'allure. Le soleil se couche sur Dollywood, l'occasion pour nous de refaire un tour exhaustif des attractions qui nous ont bien botté ce jour, à commencer par un superbe Wild Eagle avec le soleil se couchant à l'horizon parce qu'il faut bien avouer que ça vaut son pesant de cacahuètes. De même, nous serons allés refaire un tour de l'un des rarissimes haros à passer comme une lettre à la poste, à savoir Tennessee Tornado. Nous aurons également refait un tour de Lightning Rod parce qu'on en a jamais assez, un tour de Fire Chaser Express avec un bon redneck bien américain comme il faut, arborant un t-shirt sur lequel Trump et Poutine raident un hybride de cheval et de moto en buvant de la bière devant le mur construit à la frontière mexicaine. D'ailleurs, il y a même un petit Kim Jong-un qui sort du sol tel une taupe. Ah bah oui, tout est dans le détail, Un tour de l'excellent Thunderhead qui est encore plus désorientant lorsque la luminosité vient à s'estomper et qui en devient de fait d'autant plus excellent. Et d'ailleurs, à peine descendu, on sera allé en refaire un tour parce qu'on ne va quand même pas se priver de profiter des bonnes choses. Et nous serons allés refaire Mystery Mine à la nuit tombée en se disant que vraiment, ce bâtiment de nuit a vraiment une sacrée gueule. C'est le genre d'architecture marquante qui permet immédiatement d'associer une attraction à son parc et ce au moindre coup d'œil et qui fait de cette attraction une attraction unique. Puis vraiment, j'adore l'atmosphère de Mystery Mine, j'adore ce que dégage ce coaster, une machine qu'on aura tous pris plaisir à faire et à refaire et qui fait partie intégrante de ce qui forme l'identité de Dollywood. Oh, et puis la silhouette de Wild Eagle qui se dégage derrière, que dire à part que je suis amoureux de cet endroit. Et pour bien finir la journée, quoi de mieux que la Summer Celebration, l'événement qui a lieu chaque année de mi-juin à début août, incluant en plus des animations diurnes, une animation en soirée avec des rails de plongée dans le noir pour une expérience nocturne complète, ainsi qu'un spectacle mêlant à la fois feu d'artifice, show lumineux et animation de drones lumineux pondu par Dronisos, la boîte française qui est notamment derrière Disney Delight à Disneyland Paris. Un show très simple mais bien mené, tout en humour et en
mignonneries parfaitement adaptées à la cible de Dollywood. Comme quoi, quand le savoir-faire français est valorisé, il est capable de s'exporter dans des parcs américains à plusieurs millions de visiteurs annuels. Et entre Dollywood, Disneyland Paris et le Puy du Fou, on se dit que Dronizo c'est une boîte avec de beaux jours devant elle, et c'est entièrement mérité. Après l'apparition évidente et attendue de ce gigantesque papillon qui représente tout autant Dollywood que la poitrine siliconée de Dolly Parton, le show se sera clôturé par le non moins évident feu d'artifice, qui aura permis de mettre fin à cette journée de la meilleure des façons, une journée bien chargée en émotions et en découvertes de grande qualité, une journée qui restera à coup sûr gravée dans nos mémoires de passionnés de parcs d'attractions, et une journée qui nous aura permis de découvrir l'un des meilleurs parcs américains opérant à l'heure actuelle. On se dirigera donc gentiment vers la sortie de Dollywood, en arpentant une dernière fois les allées du parc avant que nous ne puissions y revenir lors d'un prochain trip, en disant également au revoir à Mystery Mine à Wild Eagle qui culmine majestueusement en arrière-plan de ce rush, ou même de celui-ci avec le lift de Wild Eagle se trouvant juste derrière le dive loop de Mystery Mine, ce qui avec l'Earthline Roll ascendante qui lui précède est l'une des inversions les plus étranges et les plus surprenantes qu'on ait pondues à l'heure actuelle. Allez, on repasse donc par l'entrée du parc avec son Palace Theater et la foule qui quitte petit à petit les lieux, et on passe par l'inévitable boutique située à la sortie pour acheter un peu de nerch, parce que des parcs aussi qualitatifs que celui-ci, on ne peut que les soutenir en leur donnant quelques écus. Et c'est ainsi que s'est achevée notre journée à Dollywood. Bon alors Nubik, c'était bien ou pas? Bah je vais pas vous faire un dessin hein. Dollywood est clairement parmi ceux qui se fait de mieux aux États-Unis. Il est dans le haut du panier des parcs américains. C'est un parc qui se veut premium, donc une journée à Dollywood ne sera pas donnée. Néanmoins, c'est un parc qui ne se fout pas des visiteurs et dans lequel on en a pour son argent. Tout est fait pour rendre l'expérience visiteur la plus agréable possible et tous les curseurs sont poussés à fond pour qu'on en ressorte en étant déjà impatient à l'idée d'y retourner. Dollywood possède une très belle collection d'attractions toutes différentes les unes des autres, un choix varié, toujours très qualitatif, faisant que les rides se complètent parfaitement, genre même le Haro est excellent, c'est dire. Les coasters placent chacun la barre très très haute, que ce soit dans leur qualité intrinsèque ainsi que concernant leur emballage, étant donné qu'ils sont tous intégrés avec soin et minutie, même lorsqu'il s'agit des investissements les plus modestes. Je veux parler notamment du petit Zamperla se trouvant au pied de Thunderhead, avec sa locomotive qui interagit à chaque passage de train en laissant s'échapper de la vapeur par sa cheminée. Dollywood est de ces parcs qui savent à la fois créer des univers thématisés combinés à une excellente offre en termes d'attractions. Les employés sont à la fois très aimables et efficaces, le mot d'ordre étant ici de répondre le plus favorablement possible aux attentes et aux besoins des visiteurs. Et en ça, on voit tout de suite la différence de prestation avec les parcs Six Flags. Dollywood a certes davantage un côté parc d'attractions si on le compare à Silver Dollar City qui brille par son authenticité, néanmoins c'est ici pleinement assumé, tout y est également fait avec un goût certain, sans la moindre fausse note, et on sent que les équipes du parc se sortent vraiment les doigts pour nous proposer des expériences chaque fois nouvelles et chaque fois surprenantes. C'est un parc qu'on prend beaucoup de plaisir à arpenter, notamment grâce à ses nombreuses animations de rue, à son côté très vivant, et également grâce aux soins apportés aux espaces verts et à la thématisation de l'ensemble des quartiers, avec aussi un point très positif en ce qui concerne la restauration. Bref, si vous voulez passer une excellente journée dans un parc américain, Dollywood fait partie des valeurs sûres, et on y sera resté durant les 12 heures d'amplitude horaire sans jamais trouver le temps long, et en se disant même qu'on serait volontiers resté davantage pour rider du coaster encore et encore. Donc n'hésitez pas à aller vous perdre dans le Tennessee et à vous faire une petite virée du côté des Smoky Mountains. Mon petit doigt me dit que vous ne le regretterez pas. Oh non, parce que c'est certes une journée qui nous a coûté assez cher, mais c'est également une journée dont nous avons pleinement profité grâce à des prestations de haute volée et à une expérience de très grande qualité. Dollywood est un de ces parcs autour desquels peuvent se programmer des voyages et qui justifient à eux seuls une escapade aux États-Unis. C'est un parc qui combine tout ce qu'on est heureux de pouvoir retrouver dans un parc d'attractions et qui va même au-delà de nos espérances. C'est vraiment un des parcs dans lesquels j'ai le plus pris mon pied de toute ma carrière de passionné de parcs d'attractions, qui s'est combiné à la fois décor superbe, attractions de très grande classe et sens du service irréprochable. Ah ça, je peux vous dire que ça n'aura pas été la même chanson à Six Flags Over Georgia le lendemain. Un peu comme pour Silver Dollar City, on se dit que c'est vraiment dommage que le parc soit si éloigné de tout. Ah c'est sûr que c'est pas aussi accessible qu'un Six Flags Great Adventure ou qu'un Walt Disney World depuis l'Europe. Une visite à Dollywood, ça se mérite. Mais c'est qu'une fois qu'on a la chance d'en fouler les allées qu'on se dit que ça valait vraiment le coup de se casser les fesses pour pouvoir expérimenter tout ça par soi-même. Depuis notre visite, le parc s'est vu agrémenté de l'ouverture de Big Bear Mountain donc en 2023
2023 un Family Launch Coaster Vekoma qui a ouvert dans le quartier Wildwood Grove et qui m'a l'air ma foi fort sympathique. C'est également en septembre 2023 qu'ont commencé les travaux de réhabilitation de Lightning Rod, des travaux importants étant donné que le coaster depuis son ouverture donc a connu d'énormes problèmes fonctionnels, étant donné que le lift propulsé faisait toujours tomber la machine en rade. Les travaux ont donc notamment consisté à dégager les LSM présents sur le lift propulsé pour remplacer tout ça par un lift à chaîne. Alors évidemment ça fait perdre de la superbe à la bécane, je vais pas vous dire le contraire, néanmoins ça permet de rendre le coaster rideable, en tout cas vous n'aurez pas à craindre toute la journée à savoir si vous pourrez grimper dessus ou pas, et j'en connais même qui au cours de plusieurs années consécutives de visite n'ont jamais réussi à monter dessus, ou alors ils ont réussi à la 3e ou à la 4e tentative de visite. Et puis bon, même si on n'a pas ça, lift propulsé ou pas, le coaster conserve quand même sa vitesse maximale de 117 km/h, et c'est bien ce qu'il y a de le plus important, étant donné que va bien falloir aller scoltiner le quadruple down en fin de parcours, qui est quand même l'élément le plus incroyable de tout ce coaster. Donc tant que vous avez la vitesse nécessaire pour assurer le décollage de fesses sur ces bosses, franchement c'est bien tout ce qu'il y a de plus important. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de parcs qui placent la barre aussi haute que ne le fait Dollywood, un parc qui s'adresse absolument à tout le monde, que ce soit les enfants, les ados, les familles, les adultes, les seniors, avec d'un côté du spectre ceux qui veulent simplement flâner dans les allées du parc qui sont extrêmement agréables, donc juste se promener, jusqu'à ceux qui veulent rechercher des sensations fortes avec des machines, tout ce qui est plus efficace. Bref, Dollywood c'est parmi ce qui se fait de mieux en termes de parc d'attractions aux États-Unis, un parc à placer de toute urgence sur votre to-do list si tant est que vous acceptiez de vous rendre dans ces régions reculées des États-Unis. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Dollywood, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo les petits potes, nous prendrons la route de la Géorgie pour poser nos valises près d'Atlanta afin de visiter Six Flags Over Georgia. Et jusqu'à cette vidéo où nous redonnons une chance à Six Flags après la bonne visite, ma foi, de Six Flags New England et la visite cataclysmique de Six Flags Saint-Louis, eh bien jusque là les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao!